Quelques éléments de prolongement ou de réflexion. D'abord sur la question de la décentralisation, je suis entièrement d'accord évidemment sur l'esprit de ce qui a été dit. En même temps, je me demande si le changement climatique ne va pas impliquer dans certains secteurs, en tout cas, des phénomènes de recentralisation. Et du coup, faire apparaître une sorte de dialectique nouvelle entre décentralisation et recentralisation qui est quelque chose peut-être d'un peu nouveau et à quoi on n'est pas forcément habitué à réfléchir avec nos catégories ou utiliser distinctions entre libertaires et marxistes, etc. C'est peut-être justement l'occasion de renouveler les débats à la lumière de cette crise, de cette dialectique nouvelle entre décentralisation et recentralisation dans certains domaines. Je vous donne un exemple. Gérer les mouvements de population qui vont être suscités par des catastrophes naturelles à répétition sur le littoral, par exemple. Les gens vont aller et venir, les réfugiés climatiques, vous connaissez toutes ces thématiques. Ça suppose évidemment des capacités d'un État. L'État, il existe, il n'est pas démocratique ou il est peu démocratique. Il faut le démocratiser, c'est des enjeux de nos luttes. Mais je ne vois pas là, si tu veux, le fait que des processus de décentralisation pourraient contribuer, si tu veux, à trouver la bonne échelle pour répondre de manière appropriée à cet enjeu. Ce n'est pas le seul enjeu, et dans le contexte de la crise climatique qui s'annonce, il y a d'autres types d'enjeux, d'autres natures, qui supposeront, comme vous l'avez dit à juste titre les deux d'ailleurs, des processus de décentralisation, mais pas seulement. Pour gérer les conséquences sanitaires d'une canicule, il va y avoir des canicules à répétition, celle qu'on a vécue en 2003, là c'est juste un début. Enfin, je ne sais plus exactement quels sont les chiffres, mais tous les 4 ans il y aura un canicule de ce genre. Bon, ça va avoir des effets sanitaires phénoménaux sur les populations. Si tu veux gérer ça à l'échelle d'une région comme l'Île-de-France ou à l'échelle d'un pays comme la France, en ce qui concerne la distribution des ressources, la distribution du matériel et du personnel médical, enfin tout ça, ça suppose peut-être, dans certaines circonstances, dans certains lieux, la décentralisation, le rapprochement par rapport aux patients, par rapport à des populations qui seraient particulièrement vulnérables, par exemple, les catégories populaires, mais ça suppose aussi, d'un autre côté, des formes de recentralisation. Évidemment, on n'est pas partisans, nous, d'un État centralisé, bureaucratique, césariste, etc. Donc ça suppose, cette recentralisation, un processus concomitant de démocratisation de l'État. Et c'est là tout l'enjeu, me semble-t-il. À la fois de penser la dialectique de la recentralisation et de la décentralisation, mais aussi de penser la manière dont la question démocratique se repose dans ce contexte-là. En somme, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec les ambiances décentralisation, la question du concret, etc. Ça me paraît évidemment tout à fait essentiel. Mais je crois que la question des échelles dans le contexte, des échelles de la politique dans le contexte de la crise climatique, est une question qui va se poser de manière de plus en plus aiguë et que c'est vraiment là, c'est de la dialectique concrète, quoi, d'une certaine manière. Je n'ai pas beaucoup de certitude en la matière, mais il me semble qu'il faut réfléchir dans ce sens. Une deuxième chose sur l'anthropocène. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce concept, mais on en parle beaucoup de l'anthropocène. Alors anthropocène, c'est une idée qui a été mise en évidence par un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, et qui désigne une période nouvelle de l'histoire de la Terre, du système Terre, où l'espèce humaine serait devenue une force géologique. Anthropos, c'est l'homme est devenu une force géologique, donc non seulement qui exploite ou surexploite ses ressources naturelles, ce qui est quelque chose que l'homme a toujours fait, mais qui change jusqu'aux paramètres climatiques eux-mêmes. C'est ça la différence. C'est quoi la différence entre le capitalisme et les systèmes socio-économiques antérieurs? Les systèmes socio-économiques pré-capitalistes ont aussi exploité et surexploité parfois leurs ressources naturelles, ça personne ne le nie. Mais il y a une différence entre surexploiter ces ressources naturelles et aller jusqu'à produire du changement climatique global. Et ça, c'est le capitalisme seulement qui a fait sa variante industrielle en particulier. Il y a des formes de capitalisme pré-industriel dont on peut discuter des effets sur l'environnement. Donc c'est pas forcément global. Donc en somme, l'idée mise en avant par Crutzen, par des secteurs, disons, pas forcément mainstream de l'écologie politique, c'est de dire qu'on est entré dans une période nouvelle qui est l'anthropocène. Arrivent les marxistes et disent, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, en fait c'est pas l'anthropocène parce que c'est pas l'homme en général qui produit le changement climatique, c'est l'homme en tant qu'il est organisé dans un système socio-économique particulier, et ce système socio-économique particulier, il a un nom, c'est le capitalisme. Donc il faut renoncer au terme d'anthropocène et parler plutôt, comme tu l'as très justement dit, de capitalocène. Donc c'est pas l'âge de l'homme, c'est l'âge du capital, et en particulier du capitalisme industriel, qui produit par l'exploitation des énergies fossiles le changement climatique que nous savons. Bon, là aussi c'est compliqué. Moi je suis évidemment tout à fait d'accord pour dire que c'est capitalocène, et il faut qu'on martèle et qu'on insiste sur le fait que c'est pas l'homme en général, évidemment, qui produit le changement climatique. Mais il faut qu'on réfléchisse aussi stratégiquement, me semble-t-il, au fait que cette notion d'anthropocène, elle peut aussi avoir des effets mobilisateurs, peut-être.
On pourrait faire une comparaison peut-être audacieuse, je ne sais pas ce que vous en pensez, entre le concept d'anthropocène et le concept de droit de l'homme. Nous autres marxistes, on a toujours été très critiques sur les droits de l'homme parce qu'on a toujours dit tout ça, c'est du blabla, les droits de l'homme, c'est une idéologie pour masquer les pires formes d'exploitation et d'oppression. Donc tout ça on sait, c'est chez Marx, etc. Donc les droits de l'homme, en fait, c'est une espèce de paravent idéologique qui cache en fait les pires des exploitations. En même temps, si on regarde l'histoire des mouvements sociaux, au XXe siècle, au XIXe siècle même, bah, il y a plein de mouvements sociaux qui, dans des conditions de pression extrême, ont mis en avant cette notion universaliste ou pseudo-universaliste des droits de l'homme pour mobiliser largement autour de droits démocratiques dans des contextes par exemple dictatoriaux, etc. Et ça a marché parfois. Donc une notion qui est analytiquement erronée comme les droits de l'homme, ou l'anthropocène, donc qui ne correspond pas, si vous voulez, analytiquement à la réalité, parce que c'est pas anthropos, c'est capital, le capital, peut être stratégiquement quand même opérante. Plus exactement, une espèce de combinaison d'un discours qui dirait capitalocène et d'un discours qui dirait en fait, il y a des gens qui vont souffrir plus que d'autres, mais vous allez quand même tous souffrir et ce serait quand même bien que vous vous mobilisiez un peu. Ça peut permettre aussi stratégiquement de produire un type de discours qui permet peut-être d'élargir la base de nos mobilisations. C'est pourquoi, à mon avis, même si on est d'accord sur le constat théorique, si on peut le dire, sur le plan stratégique, il est peut-être judicieux de ne pas congédier tout de suite cette notion d'anthropocène et de continuer à réfléchir à la manière dont elle peut faire l'objet d'un usage stratégique, tout comme les droits de l'homme ont pu faire parfois l'objet d'un usage stratégique. Voilà, je vais passer une idée que je livre à la réflexion, je n'ai pas, encore une fois, de certitude sur cette question. Sur la question du concret, moi je suis entièrement d'accord sur ce que tu disais. Il y a un point auquel il faut, à mon avis, réfléchir et qui me semble être le suivant. Autour de 2010, je crois, 2009-2010, un point de bascule s'est opéré dans l'histoire de l'espèce humaine. C'est un point de bascule fondamental qui n'a pas vraiment été aperçu, qui a donné lieu à la production d'un rapport des Nations Unies. L'année 2009-2010, c'est le moment où la majorité de la population humaine vit désormais en contexte urbain. Alors que jusque-là, depuis les origines de l'espèce humaine jusqu'à cette période-là, donc c'est tout récent, hein, 2009-2010, je ne sais plus la date exacte, la majorité, donc plus de 50% de la population, vivait au contraire en contexte rural. Là, je vous parle de la population humaine dans son ensemble, hein, nord et sud de confondus. Donc ça a basculé, si vous voulez. Et ça ne va cesser de se radicaliser que ce processus d'urbanisation de l'espèce humaine. Alors, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle l'urbain aujourd'hui. Évidemment que les grandes villes, les grandes mégapoles du sud global, ce n'est pas les villes de la bourgeoisie européenne du 19e siècle. Ce qu'on appelle ville au 19e siècle, ce qu'on appelle ville, je ne sais pas moi, aujourd'hui au Nigeria ou en Chine, etc., c'est des entités qui sont évidemment par bien des aspects différentes. Mais c'est quand même de l'urbain, si vous voulez. Okay. Et donc ce qui m'amène à une conclusion, en tout cas une hypothèse que je livre là encore, c'est que les solutions au changement climatique, y compris sur le plan politique, y compris sur notre capacité à inventer des institutions adaptées au contexte du changement climatique, ce sera forcément des solutions urbaines. Okay, ce sera forcément des solutions humaines, pour une raison simple, c'est que la majorité de la population déjà vit un contexte urbain et que ce processus, encore une fois, ne va pas cesser de se radicaliser. C'est un élément de discussion avec les hypothèses de type ZAD, zone à défendre, etc. On a tous des bonnes vibrations vis-à-vis des gens qui luttent là, avec toute l'énergie qu'on leur connaît, et c'est des luttes admirables, et bien sûr qu'il faut lutter, et bien sûr qu'il faut soutenir. De l'autre côté, l'hypothèse selon laquelle on va créer des espèces d'utopies en contexte rural, à quelques centaines, quelques milliers dans le meilleur des cas, et que c'est à partir de ça que, tu vois ce que je veux dire, je crois que c'est une hypothèse qui démographiquement tient pas, même si elle tenait politiquement, ce qu'on peut discuter, sur le plan démographique, sur le plan de la manière dont les institutions vont être produites par la politique au XXIe siècle, en particulier dans le contexte de la crise climatique. Il y a quelque chose, à mon sens, qui joue pas tellement. Du coup, moi, je rencontre pas mal des gens dans les débats qui sont issus, par exemple, des ZAD, etc. Et j'ai un peu toujours cette difficulté qui consiste à dire... il faut qu'on s'adapte au changement climatique avec les gens, quoi. Les gens ils vivent en ville, donc les solutions elles sont urbaines. Alors ça, en ville on peut faire du concret aussi, bien sûr. En ville on peut faire des choses très concrètes. On peut réintroduire de la nature dans la ville, bien sûr. À Détroit par exemple, une ville saccagée pour l'austérité, ou dans des endroits comme ça, on peut parfaitement évidemment réorganiser l'interaction entre l'urbain et le naturel, ou l'urbain et le rural. Mais c'est quand même massivement dans un contexte urbain que les enjeux se posent et à mon avis que les solutions vont se trouver. Je parle trop, je suis désolé, mais juste un dernier point. Sur la question de la restructuration des espaces politiques du fait du changement climatique, j'avoue que je ne connais pas d'exemple, mais parce que je ne connais pas bien la politique dans les îles, les petits États insulaires, comme on dit. Il y a, comme vous le savez, une alliance des petits États insulaires qui est très active sur la question du changement climatique.
je ne connais pas du tout les systèmes politiques de ces pays-là, je ne sais pas dans quelle mesure, par exemple, les distinctions gauche-droite, ou s'ils existaient, ont été rebattues, ont été dépassées dans le contexte du changement climatique. À ma connaissance, le bilan qu'on peut faire globalement, il y a peut-être des exceptions, mais c'est que le changement climatique, à ce jour, n'a pas rebattu les cartes dans rien du tout, sur le plan de la structuration politique des régimes qu'on peut connaître, aussi bien au nord qu'au sud. Mais vous avez peut-être pensé à des exemples auxquels je n'ai pas pensé. Voilà. Pas une restructuration du champ politique, mais c'est quand même une réflexion, des discussions qu'on a pu commencer à avoir malgré tout autour de comment on faisait de la politique dans des situations effectivement de catastrophe, et comment les réponses humanitaires qui sont absolument indispensables doivent être prises aussi de manière politique, et comment ça peut, comment il y a une interaction entre ce qu'on défend politiquement et la façon dont on peut faire le travail humanitaire, et de comment ce travail humanitaire produit lui aussi de la politique. Et un peu le seul exemple qu'on ait, c'est l'exemple des Philippines, où là effectivement, alors ça s'est passé dans l'autre sens, c'est-à-dire que, c'est particulier, le combat politique aux Philippines, il y a une dimension de lutte armée, une dimension de zones libérées, réorganisées, dans lesquelles y compris se sont posées les questions de quelle souveraineté, y compris alimentaire, donc de développer une agriculture, y compris d'agroécologie, etc. Tout ça n'a pas empêché le fait que cette zone elle a effectivement été touchée par un typhon, avec une destruction, et donc avec la question de reconstruire. Et c'est vrai que la reconstruction dans ce cadre-là, et les camarades en l'occurrence, ont posé la question de l'humanitaire, de la reconstruction, effectivement en des termes complètement différents, parce que les interventions humanitaires dans toute une série d'endroits, à la suite de toute une série de catastrophes, font effectivement l'œuvre du capital, c'est-à-dire qu'on en profite pour gicler les populations, pour reconstruire d'une certaine façon, en excluant les populations les plus pauvres, etc. etc. Et là, la pratique, elle a effectivement été différente, avec s'appuyant particulièrement sur l'auto-organisation, sur l'auto-gouvernement pour mettre en œuvre cette solidarité et ce travail humanitaire. Juste par parenthèse, je pense que effectivement, les dimensions humanitaires et droits de l'homme, je pense que voilà, on a plutôt intérêt à le prendre en positif. Oui. Je ferme cette parenthèse. Et donc il y a eu d'autres typhons qui ont touché d'autres régions des Philippines, et dans lesquelles l'expérience accumulée par ces camarades, ces militants, en termes de travail humanitaire, a été appelée dans d'autres secteurs, mais aussi parce que ça fait la preuve d'une certaine efficacité. Y compris dans la reconstruction, le type de reconstruction, le type de réorganisation de la société, le type de récupération et de reconstruction d'outils collectifs. Et voilà, je pense que ça fait quand même partie des choses qu'on a intérêt, nous, à réfléchir et à intégrer, parce que de plus en plus on sera confronté à des situations comme celle-là, et je pense que, sans doute parce que l'état du mouvement ouvrier globalement, du mouvement social, etc., est tel que je ne sais pas si le mouvement ouvrier se pose une quelconque question de comment réagir, mais même à l'échelle, alors c'est des catastrophes qui n'ont pas du tout la même mesure, mais les inondations, etc., je ne sais pas s'il y a vraiment des prises en charge
par le mouvement social et par le mouvement ouvrier. En tout cas, moi, j'ai vu remonter aucun témoignage de camarades du Sud, par exemple, disant, ben voilà, syndicalement, on est intervenu comme ça, ou bon, le mouvement social a fait ça à l'occasion d'eux. Je pense que c'est un vrai problème, et qui a peut-être à voir avec ce que dit Catherine, c'est-à-dire une certaine difficulté à se confronter effectivement au concret. Après, pour revenir justement là-dessus, je pense que justement, bon, on disait en aparté un peu sur le fait que, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, je misais beaucoup sur les mobilisations autour du climat et ce qui pouvait se produire autour de ça en termes de, pas seulement de remobilisation et de l'ampleur des manifestations qu'on pouvait faire, etc. à l'occasion de la COP, mais il me semblait qu'il y avait là bon, les ferments, les germes d'une possible reconstruction d'un projet collectif, etc. Pour une raison, c'est que je pense qu'il y a cette alliance entre une radicalité de résistance, bon, comme on peut le voir à Notre-Dame-des-Landes et dans toute une série de mobilisations, mais qui sont à proprement parler, des mobilisations, c'est de la résistance, quoi. C'est non, on n'en veut pas. Bon, voilà. Et l'articulation entre ça et justement les alternatives, la démonstration de on peut faire autrement, bon, c'est ça qui me semble qui est riche de production politique. C'est-à-dire en même temps la dimension de rupture, mais aussi parce qu'en face ils ne laissent pas le choix. C'est-à-dire que quand ils ont décidé coûte que coûte de construire leur aéroport qui ressemble à rien, qui n'a aucune utilité, qui est indéfendable, mais ils y vont juste parce qu'ils ont le pouvoir d'y aller, bon ben en face c'est de la confrontation, quoi. Et c'est des questions sur lesquelles ça répond par oui ou par non. C'est-à-dire, on le fait ou on ne le fait pas à l'aéroport. Et on voit bien la dimension politique, y compris, qu'ont pu prendre ces combats, et y compris l'enjeu qui a mis le gouvernement, ce qui a sans doute expliqué la violence de la répression, la criminalisation des mouvements, etc. Mais l'autre dimension, et je pense que les deux se nourrissent, parce que c'est cette démonstration qu'on peut faire autrement. Mais du coup, moi, je pense qu'on devrait quand même réfléchir bien plus sur des avancées on peut faire autrement. Bon, je pense tout ce qui se fait est extrêmement important. Je pense qu'il ne faut avoir aucun mépris pour les AMAP, tout ce qui peut se faire autour de ça. Mais alors, après, il y a un vrai truc en France autour du service public, d'une méfiance quand même extrême à gauche, y compris par rapport à la décentralisation qui a quand même été beaucoup le cheval de Troie des privatisations, hein, et des destructions. Bon, mais si on prend sur la question de l'énergie, hein, on a été vent debout contre Enercop, voilà. Enercop, c'est une coopérative de production d'énergie, bon, qui est quand même une petite entreprise, hein, faut dire les choses. Mais peut-être qu'avec le fait maintenant qu'en face de nous, que je veux dire, EDF comme service public, ça devient de plus en plus compliqué quand même à défendre comme ça. Alors c'est une boîte privée, de toute façon, avec les critères du privé, mais qui, y compris avant ça, avait était quand même l'exemple absolu de la non-transparence, etc., etc. Bon, je pense qu'on devrait davantage avoir des bagarres autour de régies publiques locales, de production d'électricité, etc. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, la réponse, elle n'est pas la petite entreprise privée qui... Bon, mais on peut très bien avoir des systèmes de régie locale qui permettent d'avoir une bagarre beaucoup plus systématique, par exemple autour des questions de régie publique pour les cantines, pour tout ce qui est la fourniture des repas collectifs, effectivement de circuits courts, etc. C'est-à-dire d'alternatives
qui ne sont pas juste on fait un truc sympa cool à côté, à la campagne, mais qui sont aussi, voilà, on transforme, et on transforme pour l'immense majorité de la population. C'est-à-dire, effectivement, voilà, c'est mieux s'il y a plus de monde qui mange bio à la cantine. Et donc, voilà. Et je pense que dans la construction, enfin, qu'il faut essayer de combler un peu cet écart hein, qu'il y a entre des choses mises en œuvre, mais c'est vrai à une échelle petite, exemplaires, intéressantes, etc., mais petites, et des combats qui sont des combats d'affrontement, où on doit pouvoir trouver comme ça un certain nombre de mobilisations et de réalisations qui changent effectivement les choses, qui les mettent effectivement en œuvre, qui les mettent en œuvre avec évidemment la dimension à la fois sociale et écologique, et qu'il le faut pour le plus grand nombre possible. Bon, voilà. Alors, bon, après sur les histoires, décentralisation, tout ça, je suis d'accord. J'arrête. Il y avait une bataille menée par Greenpeace et Oxfam, qui font partie de la conférence officielle. Hein. Ils ont un pied dedans et un pied dehors. Eux, ils se battaient en disant si on se bat à fond pour maintenir la manif contre le gouvernement, etc., dans le contexte d'aujourd'hui, on va apparaître comme des capricieux. Et là, il y a eu quand même, parce que là, il n'y a que des jeunes hein, dans cette affaire-là. C'est des associations qui sont tenues par des jeunes. Voilà, la leader, c'est cette jeune fille là, qui devait venir aujourd'hui, Juliette. Et donc, la situation politique pesée, hein, du rouleau compresseur gouvernemental, des positions de droite, la sécurité, etc. Ça pesait sur les réunions, c'est indéniable. Mais là, quand même, cette réaction qu'on serait des capricieux, donc de défendre l'affaire du climat, finalement, c'est pas une cause de l'humanité. Et en cela, moi, je vais te dire un truc. Je crois que cet aspect droit de l'homme, droit de l'humanité, ça, il faut le jouer à fond. Parce qu'il y a le sentiment, il y a un sentiment de saturation marchande, sur tous les points de vue, qui fait que tu as un phénomène comme en Turquie, pour un arbre, ou un petit parc, tu as une révolte qui se met en place. Et pas que ça. Mais c'est le sentiment d'une société où il n'y a plus d'oxygène, où il n'y a plus de... D'abord, on crève, on meurt, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'humanité. Et donc, c'était à Burgos, il y a eu pendant 6 mois une bataille parce qu'ils voulaient supprimer un passé. Et une population entière s'est mobilisée là-dessus. Mais il y a pas... C'est une révolte contre... La saturation marchande, et qui prend... C'est-à-dire que l'humanité, on n'est plus que une marchandise en concurrence avec l'autre. Et ça, tu as des formes de réaction extrêmement diverses, créatives. Et en cela, le quartier du 10e et du 11e, c'est un exemple, justement, d'une résistance à cette société marchande. Toute cette forme conviviale d'exister et de vivre, et qui fait la connexion, d'ailleurs, à les secteurs de banlieue. Parce que moi, je suis désolé, le 10e et le 11e, et en particulier le Bataclan, c'était un lieu de ce type-là. Et c'est ça qui a été visé. Excusez-moi, c'est ça qui a été visé. Et en cela, les assassins, ils font partie de l'ordre, d'un ordre mortel. C'est la médaille inverse de la caricature à la société marchande. Et ils sont facteurs d'ordre de mort. Et donc, dans ce sens, moi, jouer sur ces choses-là, moi, depuis que je rentre dans... Moi, j'avais les mêmes positions. Alors, en plus, je viens du lambertisme. Alors, l'écologie, je ne le dis pas. C'était pour nous, c'est un truc ridicule à attaquer. Moi, quand je vois le nombre de jeunes qui sont aujourd'hui dans les associations, qui gèrent, qui se lancent à fond, ils passent leur vie
à militer. Moi, je pense que là, quand même, nous, là, on loupe quelque chose. Il n'y a aucun jeune du NPA dans cette affaire. Où est la commission jeune? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pardon. Non, mais et donc, à partir de là, tu vois, tu peux tirer un fil. Et il faut avoir aucun problème. C'est vrai que les secteurs pauvres, ils se remobiliseront, les travailleurs, les paysans pauvres, etc. Parce que ils seront les premiers touchés. Et les différenciations de classe apparaîtront naturellement dès lors que tu luttes contre, justement, la société qui est en train de créer cette absence d'oxygène pour vivre, pour exister en tant qu'être humain. Moi, je crois qu'il faut qu'on manie plus ce type d'articulation de mots, trouver les mots, tu vois. Pas être complexé que oui, c'est inégalitaire, etc. C'est vrai tout ce que tu dis. Mais moi, je crois qu'il faut aller à fond sur l'aspect qui est très mobilisateur, que l'humanité, oui, l'humanité n'existe plus, elle est en train de disparaître. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ça. Passons. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. C'est effectivement un caractère écologique, mais il y a également un caractère politique tout à fait concret. C'est que la mairie de Burgos avait changé, était passée à droite, et le nouveau maire, de fait, faisait faire des travaux à son copain. Et il y avait donc un problème de corruption, etc. Alors que la ville de Burgos avait besoin de logements sociaux et tout. Donc, je pense qu'il y avait quand même un caractère social et politique plus que... Enfin, et écologique certainement, mais voilà, c'était quand même un peu plus complexe. Parce que c'est une question de corruption. En ce qui concerne, bon, je veux bien, moi je parle sur le problème du centralisme. Je ne sais pas s'il faut poser le problème. C'est comme quand on fait une discussion, est-ce qu'on doit le protectionnisme ou le libéralisme? Bon, je pense que c'est je dirais, c'est la même opposition entre dire centralisme ou décentralisation, etc. Le problème, il n'est pas là, je crois. Enfin, pour moi, le problème, il est que des décisions qui sont prises. Bon, prenons l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Effectivement, Notre-Dame-des-Landes s'est appuyé par l'État, mais parce que l'État, il est au service de quelques complexes, bon, Vinci en l'occurrence, etc. La SNCF, hein, en ce qui concerne le réseau ferré, actuellement, l'État appuie tout ce qui est ligne à grande vitesse, TGV, etc., au détriment d'un réseau dense et qui existe en plus, hein, mais qui est abandonné, qui est au profit de quoi? Au profit de ce qu'a fait M. Macron, à savoir des lignes de bus. Voilà, donc là, le problème écologique et le problème, je dirais, c'est pas un problème de décentralisation ou de centralisation, c'est un problème de ligne politique. Alors, qui prend les décisions? Quelle est, je dirais, la couche politique, la couche sociale, représentée par ces partis politiques, qui effectivement décident au niveau de l'État ou au niveau des régions, etc. C'est pas parce que c'est décentralisé que pour autant les décisions elles sont écologiques. Hein, je ne sais pas, moi, enfin il me semble que pour moi c'est un faux problème. Le problème de la centralisation, de la décentralisation. Et toutes les manifestations pendant la COP, ça va largement délégitimer l'accord qui déjà sera un accord totalement bidon, mais qu'on peut prévoir comme étant inutile et insuffisant et qui n'aura aucune force pour s'appliquer. Le fait qu'il n'y ait aucun contrepoids, ça va encore lui enlever encore plus de légitimité à cet accord. Et donc Christine en parlait tout à l'heure, il y a 3 semaines, Pablo Solon était à Paris. Déjà, il dénonçait, quand on en parlait avec lui, le fait que le gouvernement français allait de toute façon récupérer toutes les manifestations qui pourraient avoir lieu. Il les aurait récupérées d'une façon ou d'une autre, pour les adosser à l'accord qu'il y aurait. Et même si c'était pour dénoncer cet accord, il estimait que ça allait être récupéré, que la quantité de gens qui auraient dans la rue serait là pour montrer que c'était vraiment un problème important et qu'on avait bien raison
d'avoir fait cette COP et que d'ailleurs, blablabla, voilà. Et donc, sa conclusion, et lui, il voyait ça aussi, il voyait ça de chez lui, de l'Amérique latine et des luttes qui sont essentiellement locales. Il disait, maintenant, c'est pas ces manifs qui vont être importantes, c'est que chacun prenne sa part. Il faut revenir à la base, il faut que partout, de la même façon qu'il défendait le fait qu'il ne faut pas faire des grands champs de panneaux solaires partout, il faut faire chacun son petit panneau dans son jardin et tout, et il faut produire localement, il faut remobiliser les gens et les resensibiliser à une production locale, parce que c'est la seule façon de rendre la chose concrète. Et donc il disait, voilà, de toute façon cette COP, ça va être un échec à tout point de vue, même s'il y a des mobilisations, et il faut revenir à prendre sa part chacun là où on est. Donc c'est pas facile à faire, hein. Et puis c'est vrai que les gens, il suffit pas, on l'a vu aussi sur le nucléaire, pas de nucléaire au fond de mon jardin, c'est pas ça qui rend une chose politique. Il faut qu'il y ait un peu un discours qui aille autour, mais il faut aussi qu'on reprenne un petit peu tout ça, nous, dans notre réflexion. Seine-Saint-Denis, je vais prendre deux exemples très concrets. Il y a je ne sais plus combien, une quinzaine d'années, enfin, le ministre des Transports s'appelait dénommé Jean-Claude Guessot. Et moi, à l'époque, j'étais membre du Parti communiste français. Et imaginez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un camarade à juste titre par rapport au diesel. Alors, si vous ne savez pas, la SNCF a encore des lignes avec traction diesel. Et donc c'est le Paris-Bas, le Paris-Provins, etc. Et à l'époque, je suppose par facilité, les locomotives chauffaient, parce qu'avant qu'une locomotive diesel tourne, il fallait la faire chauffer pendant des heures. Elle chauffait dans la gare de l'Est, donc elle incommodait la population parisienne. Et il y avait des mouvements contre, etc. Et le ministre de l'époque a décidé d'être populaire et il a décidé de donner satisfaction aux populations parisiennes. Et il est allé mettre les locomotives diesel chez les sauvages de la banlieue, dont il avait été, au passage, député, exactement dans sa circonscription. Il y a eu une tentative, c'est vrai que c'est en plus dans un quartier qui n'est pas très habité, il y a eu une tentative de dire non de la part des habitants en disant que si c'était nocif à Paris, c'était aussi nocif pour la banlieue, donc on l'a perdu. Et puis il y a quelques temps, là, il y a 2 ans, pour le traitement des déchets des ordures ménagères, et essentiellement parisiennes, le syndicat intercommunal, qui n'est pas... Parce que quand on parle de centralisation et de décentralisation, il y a tellement de niveaux d'institutions dans ce pays que... Bon, et avec le Grand Paris, parenthèse, ça ne va pas s'arranger. Donc une espèce d'instance qui est là-haut, qui est quelque part, voilà, bon, décide qu'il faut arrêter. Alors c'était bien, puisque c'était par rapport à la mise en décharge, etc., et les incinérateurs qui posent des problèmes, ce qui est tout à fait vrai, a décidé de créer une usine de tri mécano-biologique et méthanisation. Eh bien, où croyez-vous que ça a été prévu de faire? Sur la commune de Romainville, juste à côté. Voilà. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a été quelques-uns qui allaient fouiner sur les panneaux municipaux, des annonces, etc. On a été quelques-uns de toutes les catégories sociales, d'ailleurs un petit patron, enfin des gens du coin, quoi, voilà. Et on a commencé à gueuler contre, il s'est monté une association, on s'est formé, parce qu'on ne savait pas ce que c'était dans un premier temps. On s'est rendu compte que c'était une horreur monstrueuse, et ça rentrait dans le cadre des grands projets inutiles, dangereux, etc. Et il y a eu une mobilisation locale qui s'est faite, et je vais dans le sens du camarade. Les militants, on va dire au sens large de la gauche, parce que alors le projet était porté par le PS, et les écologistes locaux, les Verts, ils considéraient que le projet n'était pas bon, mais qu'il fallait l'améliorer, de bons réformistes. Voilà, quoi. Et les autres, à des degrés divers selon les villes et les organisations, on s'est rendu compte que c'était mauvais, et surtout on s'est rendu compte que les élus du coin, ils avaient pris clé en main la solution de l'entreprise. Et ce n'est effectivement que parce que ça a duré 2 ans, on a fait des manifestations, des réunions, etc. On a obtenu un moratoire,
Et ce n'est que dans la pratique, dans la discussion, dans la réalité de ce qu'on disait, qu'on est arrivé, on a été un certain nombre, à essayer de bien montrer que c'était en fait, c'était l'entreprise multinationale qui dirigeait les élus. Bon, cette lutte, c'est l'une des rares qui a fini victorieusement, mais on n'y était pas pour grand-chose, puisque quand on est allé au tribunal administratif, le TA a, comme ça s'appelle, retenu on avait pris 7, on avait 7 points, et il en a retenu 5, donc il a cassé le projet. Je crois que dans toutes les luttes qui existaient, on doit être la seule à avoir gagné au TA. Mais quand même, par contre, cette victoire au tribunal administratif fait qu'aujourd'hui, comme le sujet il n'est plus d'actualité dans la région, on n'en parle plus. Mais c'est le même phénomène en fait que quand il y a une grande lutte dans une entreprise et qu'on a eu un petit succès ou un grand échec, ça retombe, etc. Donc ça veut dire que, et quand on est dans ces mouvements concrets, on se rend compte effectivement que nous sommes, nous les vieux militants, je parle pour moi et mes cheveux blancs, un peu obligés de réinterroger toutes les conneries qu'on a racontées, enfin pas les conneries qu'on y croyait, mais de se rendre compte que ces questions-là sont principales. Toutes les autres en découlent, que ce soit au niveau économique et y compris au niveau des structures politiques. Moi je pense que par rapport à ce qu'a dit Patrick, la décentralisation ou la communauté, la commune et compagnie, implique également la fédération. Voilà. Et que, alors je ne sais pas si je suis naïf, utopiste ou quoi, mais ce que tu disais tout à l'heure est vrai et concret, mais que finalement, je pense que si ça peut se faire, on sera suffisamment intelligent pour savoir à quel niveau de coopération on traitera le problème. Je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste malgré les zones dans laquelle on est. Et dernier point, sur Anthropocène, Capitalocène, d'accord. Je ne la ferai pas, moi, la comparaison que tu as faite avec les droits de l'homme. D'abord, parce que personnellement, je n'ai jamais opposé les droits de l'homme à la Révolution, et ça, c'était mon point de vue personnel de l'époque. Parce que je pense que c'est pas complètement la même chose. Outre que dans un tract populaire, Anthropocène ou Capitalocène, il faudra peut-être trouver un autre terme pour expliquer. C'est pas un faux pour les tracts. Non, mais je ne veux pas faire mon populiste, enfin, disons que bon. Mais parce qu'effectivement, si on le prend, alors au moins en réfléchissant entre nous et dans les milieux militants pour pouvoir le mettre en pratique, je crois qu'on tient quelque chose là, avec Capitalocène. Bon, moi, je ne suis pas très spécialiste de la question. Et j'ai découvert le problème dans l'article qui est dans le Monde diplomatique de cette semaine, qui s'appelle « Tous responsables ». Si vous l'avez pas lu, lisez-le, il est très intéressant. Et quand le rédacteur il fait son truc sur l'Anthropocène et compagnie, et que je vois ce qu'il écrit, je prends mon stylo parce que je ne sais pas lire sans stylo, et j'écris, moi, comme ça, Capitalocène. Et le gars, à la fin du paragraphe que je n'avais pas encore lu, le mot il y est. Donc je pense que, alors c'est une anecdote, mais je pense que c'est effectivement, au moins nous, quand on se pose des questions, etc., de la façon dont le prendre, parce que en fait, c'est pas simplement, comme ça s'appelle, l'écologie, c'est pas, ou l'environnement, ces questions-là, c'est pas simplement une question de plus, ou une question qu'on découvre aujourd'hui, parce que quand on a lu le Capital, pour dire le camarade, comme camarade, on a oublié la fameuse phrase que le capital épuisait les deux seules sources de richesse, on est passé à côté, etc. Bon, on était jeunes, etc. Mais c'est parce qu'effectivement, c'est toute l'organisation sociale qui est posée, quoi. Et là, on a sérieusement du boulot. Non, et c'est vrai que là, l'opposition à la gauche, elle n'a plus aucune façon de s'exprimer, donc il faudrait essayer de trouver un moyen de contester. Si on ne peut pas le faire dans la rue, c'est pas encore joué, mais enfin, on ne le fera jamais. Comment on conteste cette grande messe où tout le monde va venir expliquer à quel point les résultats vont être positifs sur le climat. Ça, c'est le premier point. Alors, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'il faudra discuter et réfléchir. C'est pas possible de laisser ça comme ça, voilà. Bon. Et le deuxième point, c'était la solution sera urbaine. Mais c'est vrai, en même temps, en ce moment,
se développent toutes les fausses solutions urbaines. Tu vois, les fermes verticales, on met les légumes sur de l'eau. Bon. Et, par exemple, le compost, mais le compost dans les écoles, on apprend aux gamins qu'il faut qu'ils compostent des merdes pour résultat faire des merdes, parce que quand tu compostes du plastique, tu ne vas pas faire du compost utilisable. Tout ce genre de choses fait que, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne fait pas tellement avancer des solutions pratiques comme ça. Et le zéro déchet, moi j'ai assisté à une réunion zéro déchet, etc., c'est possible. Les solutions qui sont données sont en tout cas pas encore appréhendables ou par les grandes masses quand même. L'histoire qu'il faut arriver avec sa bouteille de lait pour mettre du lait ou aller chercher. Moi je le fais parce que je suis un bobo, que je le veux du Nord, mais tu peux pas. Je peux l'avouer quand même. tu peux pas, dans l'état actuel de la mobilisation et de la connaissance, considérer que c'est opérationnel. Donc il y a toute une réflexion qui doit se faire sur ce type de méthode. Et sur le tri, c'est pareil. Selon les villes, vous n'avez pas le même tri. Bon, moi je vois... chez moi, on peut mettre tous les bouquins, alors les mondes, les machins, tout ça, ça va. Mais à la campagne, ou chez ma fille, on ne met pas le papier. Donc, personne ne sait ce qu'il faut mettre dans le tri. Et résultat, ça sert 90% du tri. Moi, j'étais allée visiter juste avant qu'il fasse, que j'habitais Romainville aussi, le centre de tri, parce qu'il y avait des travailleurs sans papier, etc. C'est pas pour le tri que j'étais allée voir, mais en fait, il trie que dalle, quoi. C'est vraiment la surface des choses qui trie. Un peu le fer parce qu'ils ont des énormes, mais sur le reste, c'est tellement des trucs dégueulasses qu'ils ne peuvent pas trier. Donc il y a aussi, dans le fait de prendre, comme tu as dit, concrètement, à la base, les trucs, une impossibilité sociale qui est induite par le type de société dans lequel on vit, me semble-t-il. L'oléoduc de Keystone, dont vous avez entendu parler. Donc il y a 2 semaines, Barack Obama a refusé de signer le décret qui allait conduire à la construction de cet oléoduc de Keystone XL, qui allait acheminer les sables bitumineux de l'Alberta au Canada jusqu'aux raffineries du golfe du Mexique au Texas, et qui allait d'une part accentuer évidemment l'exploitation, la surexploitation des énergies fossiles, les sables bitumineux en l'occurrence, mais sur le trajectoire de cet oléoduc, il y avait toutes sortes d'écosystèmes fragiles aussi qui allaient être détruits à l'occasion de ces travaux. Évidemment que Barack Obama ne s'est pas levé un matin en se disant « tiens, je vais être écolo aujourd'hui ». Depuis 7 ans que le débat dure, le mouvement social américain, les écolos américains, on pourrait citer, il y a notamment d'ailleurs des organisations qui sont membres de la coalition Climat 21 qui organise la COP, vous avez suivi l'affaire, font le siège à la fois de la Maison-Blanche, des représentants, de tout ce que vous voudrez, et ont mis une pression folle pour parvenir à ce résultat. Alors c'est évidemment beaucoup de travail pour un résultat évidemment qu'on peut juger très important, mais malgré tout pas à la hauteur des enjeux. Encore que ça donne d'une certaine manière une feuille de route aux mouvements sociaux un peu partout dans le monde, et ça permet de faire la connexion notamment avec une revendication des mouvements écolos aujourd'hui, qui s'inspire en partie de cette lutte, et qui consiste à exiger que 80% des énergies fossiles connues au monde restent là où elles sont, c'est-à-dire dans le sol. Là encore, ça a l'air d'être une revendication qui n'est pas forcément à la hauteur des enjeux, mais enfin, si on laisse 80% des énergies fossiles connues, des réserves connues dans le sol, de fait, ça pose la question du système productif. De fait, la question se pose de fait immédiatement. Donc c'est pas juste une campagne, disons, locale, mais c'est une campagne qui, si elle est emportée, partiellement ou totalement, eh bien, aura des implications immédiates sur le fonctionnement de l'économie capitaliste, en tant que ce fonctionnement jusqu'à présent est connecté à l'exploitation des énergies fossiles. Donc tout n'est pas... bien sûr, on a bien des raisons d'être pessimiste sur les questions écolo comme tant d'autres, mais il y a quand même quelques motifs d'espoir, me semble-t-il. Bon, là, évidemment, l'annulation de la manifestation laisse présager des moments difficiles, mais il n'y a pas de doute, et je te rejoins complètement sur le fait que Gezi, l'arbre, etc., toutes ces choses-là ont produit des effets générationnels importants, chez les jeunes femmes notamment, mais plus généralement, qui vont se manifester peut-être un peu plus tard dans le temps. Juste un dernier point, et après j'arrête. L'une des raisons pour lesquelles j'insiste beaucoup sur la question des inégalités environnementales, c'est la suivante, c'est aussi une question stratégique. C'est qu'il me semble que cette question des inégalités environnementales, elle permet de concevoir et d'effectuer la convergence entre les mouvements écolos et
le mouvement ouvrier, le vieux mouvement ouvrier, disons les syndicats. Pourquoi? Il y a toutes sortes de secteurs syndicaux qui sont relativement intéressés par la question écologiste, et comme tu l'as rappelé, c'est peut-être pas la dominante, quoi. En d'autres termes, le mouvement syndical, en tout cas en France, ne se caractérise pas par une conscience écolo depuis qu'il existe. Ça progresse, mais encore. Pourquoi cette question des inégalités environnementales, elle peut être intéressante dans ce contexte? Pour une raison simple, c'est que le mouvement ouvrier se constitue au XIXe siècle sur la question de la lutte contre les inégalités. C'est ça l'ADN du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, en tout cas dans une de ses composantes principales. C'est la lutte contre les inégalités, en l'occurrence les inégalités salariales, mais d'autres types d'inégalités, culturelles, la question de la dignité ouvrière, bref, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez ça aussi bien que moi. La question des inégalités est une question fondamentale, structurante dans le mouvement ouvrier depuis qu'il existe et jusqu'à ce jour. Il me semble par conséquent que utiliser cette notion d'inégalité environnementale comme opérateur de rapprochement avec certains secteurs syndicaux peut être tout à fait utile pour justement trouver une sorte de langage commun, de base de discussion commune avec les secteurs syndicaux qui, encore une fois, ne se caractérisent pas forcément par une conscience écolo très prononcée. Justement parce que dans l'inégalité environnementale, il y a environnemental, donc la dimension écolo, mais il y a aussi inégalité. Il y a aussi cette composante de l'ADN du mouvement ouvrier. Bon, moi, il m'est arrivé d'avoir des débats avec des secteurs de la CGT, notamment, qui se caractérisent, non pas dans le détail, mais qui ne sont pas du tout sensibles à ces questions-là. Et peut-être que je me fais des idées, ça m'arrive assez fréquemment, mais il me semble qu'en effet, il y a des... C'est possible de discuter. Je ne dis pas qu'il y a un point d'accord immédiat, mais en tout cas, il y a un terrain pour entrer en matière sur une discussion écologiste sur des bases un peu différentes des bases habituelles. Tout dernier point, dans le sud global aujourd'hui, notamment en Chine, en Inde, émergent de très puissantes classes ouvrières, comme vous le savez. Ces classes ouvrières, comme les classes ouvrières européennes au XIXe siècle, vont faire mouvement. Elles vont créer leur mouvement ouvrier, qui va se mettre à revendiquer, comme le mouvement ouvrier européen au XIXe siècle, une réduction des inégalités, dont la question des inégalités va aussi constituer fondamentalement l'ADN, en quelque sorte, comme tout mouvement ouvrier quand il apparaît. Bon. Et par conséquent, cette question des inégalités environnementales est aussi centrale pour penser les mobilisations écolo à l'échelle, non pas seulement d'un pays comme la France, mais plus généralement à l'échelle nationale. Bon, les discussions, moi je pense que c'est très important de parler, d'utiliser cet aspect d'inégalité environnementale, etc. Et je pense que c'est très juste de mettre en face un mouvement pour la justice climatique, qui est en gros la réponse en positif de ce qu'on combat. Bon. Après, malgré tout, sur le mouvement ouvrier, je pense qu'on est aussi confronté à autre chose, parce que quand on regarde un petit peu la capacité du mouvement ouvrier, y compris à prendre en charge ces questions-là, elle a quand même quelque chose à voir avec sa force, avec sa combativité, etc. etc. Bon, parce que la CFDT des années 70, qui était un peu directement le correspondant d'une vague d'insubordination ouvrière issue de l'immédiat après 68, et la CFDT qui a été capable de poser ces questions-là, qui était... Bon, évidemment, vu de maintenant, ça apparaît comme le truc totalement exotique, mais qui était un peu gosse, en ville, qui a été impliqué dans un certain nombre de ces combats-là. Bon, alors, ça, c'est une partie. Bon, puis après, il y a malgré tout, parce qu'il y a, je pense qu'il y a un lien direct avec la question du projet politique, du projet de transformation. Parce qu'il y a évidemment un contre-exemple absolu qui est la CGT au sortir de la guerre, qui était extrêmement puissant, mais qui était aussi extrêmement productiviste et extrêmement dans le but de produire, etc., etc. Alors bon, il y avait et une partie des débats, y compris qu'on récupère encore dans la CGT, sont des débats qui sont directement connectés et en héritage avec ça. Donc, bon, je pense alors, c'est toujours un peu le fait la poule entre la reconstruction du rapport de force et la reconstruction du projet politique, du débouché politique, etc., etc. Bon, mais voilà, il me semble que la question à laquelle on n'aura pas de réponse, parce que je pense que ça ne va pas se passer comme ça, c'est est-ce qu'une certaine force d'un mouvement, une démonstration de force d'un mouvement pour la justice climatique à l'occasion de la COP pouvait rebouleverser ça, rebattre ça. Bon, il faudra trouver d'autres moyens. Mais ceci dit,
dans le choc qu'on a subi suite aux attentats, et bon, ça a bouleversé un peu toutes les boussoles, enfin c'est un peu... voilà. Je trouve qu'il y a eu un point de résistance, de garder, justement, de garder la boussole, qui a été quand même particulièrement fort. Moi j'ai été... comment dire, on n'a pas l'habitude de considérer que dans le mouvement qui est en train de se construire, le secteur Alternatiba est le secteur le plus radical, le plus anticapitaliste, ou je ne sais pas quoi. Bon, la déclaration qui a été produite par Alternatiba sur pourquoi il fallait maintenir les mobilisations, et enfin, je veux dire, c'est un vrai point de résistance. Et je pense que c'est un vrai point de résistance parce que c'est une résistance au nom de quelque chose de positif, de supérieur, de justice. Oui, de justice, mais voilà. Mais qui est quelque chose quand même qui est totalement perdu, enfin globalement dans le mouvement ouvrier, qui est quand même une idée. On a la solution, on est la solution collectivement dans ce qu'on porte, et au nom de ça, on ne doit pas se laisser museler, on doit avoir le droit de descendre dans la rue, etc. Bon, du coup, on est d'autant plus énervé sur les interdictions et tout ça. Alors après, sur l'articulation, sur la discussion, sur... ouais, dans la mobilisation, c'est pas que l'écologie, derrière, il y a les histoires de corruption, il y a les histoires... Bon, ça c'est vrai à peu près partout. Bon, si on prend Sivins, par exemple, je veux dire, le cabinet qui fait l'étude, qui récupère le marché derrière, ben, faut pas le gêner. Ramerie, là, sur les 1000 vaches, bon... C'est extraordinaire, alors en plus avec la connexion avec les élus PS du Nord, juste, bon. Mais ça fait partie de l'illégitimité de la décision, et je pense que c'est toujours extrêmement mêlé, et toujours pour continuer sur cette histoire des 1000 vaches, et sur la politisation et ce qui se passe dans ces mobilisations. Franchement, pour avoir rencontré Neuvicenne, donc, qui est l'association des riverains de l'usine des 1000 vaches. Bon, les premiers trucs, c'était vraiment pas dans mon jardin, c'était vraiment le truc, on n'en veut pas, etc. Et au fur et à mesure de la construction de la mobilisation, et aussi parce que les interlocuteurs qu'ils ont en face des interlocuteurs qui portent effectivement quelque chose, pour l'essentiel, c'était la Confédération paysanne. Bon, c'est tout à fait, intéressant de voir le discours des porte-paroles, des animateurs de Neuvicenne au début de la mobilisation, et puis par la suite... Je veux dire, nous, à Romainville, on a connu exactement la même chose. Ça ne pas chez nous, et puis après, voilà. Mais par contre, il faut qu'il y ait quand même des gens qui viennent parler de la réalité. Oui, non, mais là, il y a une forme de rencontre, effectivement, qui a été extrêmement productive. Et pour celles et ceux qui ont eu la chance d'être dans les rassemblements à Amiens au moment des procès des scènes de la Confédération paysanne, c'était rassemblement anticapitaliste. Enfin, on peut pas l'appeler autrement, avec des gens qui venaient à partir de préoccupations, enfin, de points de départ de mobilisation qui étaient différents, mais bon, j'arrête là. Non, mais je pense que, juste quand même pour finir, là, bon, moi, je ne pense pas que les manifs étaient récupérées par le gouvernement, etc. Sinon, elles ne seraient pas interdites, il n'y aurait pas eu les difficultés, y compris qu'on a eu pour avoir les parcours, etc. Mais y compris avant les attentats, avant cette transformation de la situation. Bon, je pense qu'on avait un énorme risque, à peu près... bon, du même type de ce qui a pu se passer par rapport à Notre-Dame-des-Landes, après Sivins, etc., de criminalisation du mouvement, enfin le cirque qui commençait à nous faire sur les Black Blocs, etc., etc. Bon, de chercher absolument à délégitimer
à délégitimer la mobilisation. Bon, ça c'est une chose. Bon, maintenant, voilà, il n'y aura pas les mobilisations de masse à Paris. Je pense que les mobilisations dans les régions vont être maintenues. Tout ce qui remonte pour l'instant montre qu'elles vont être maintenues. Donc je pense que c'est extrêmement important qu'elles soient le plus massives possible. Maintenant, la discussion, c'est un peu comment avec ça on se dépatouille, y compris pour se donner d'autres rendez-vous. Parce que la question de la construction d'un mouvement pour la justice climatique, il reste évidemment posé. Bon, avec, alors c'est vrai, par rapport à ce que disait Jean, c'est vrai que là, l'interdiction, etc., ça fait revenir une discussion, mais qui est une discussion qui court depuis le début, parce que la coalition climat telle qu'on la connaît là, c'est la coalition qui est le produit du fait que se sont rejoints des mouvements qui étaient séparés entre, en gros, des mouvements plus environnementalistes qui ont toujours participé aux négociations, quand on claquait la porte, quand trop c'était trop, parce que Varsovie, vraiment, bon, les autres, ils charriaient tellement en face qu'au bout d'un moment, c'était pas possible, donc les grandes ONG ont claqué la porte. Bon, le bilan de Copenhague, bon, tout ça a permis que un peu ces deux composantes, une composante plus altermondialiste, on pourrait dire, bon, plus changer le système, pas le climat, bon, et une composante plus ONG traditionnelles se sont rejoints, mais les débats entre est-ce qu'il faut manifester le 29 ou est-ce qu'il faut manifester le 12, c'était exactement ce débat-là. C'est est-ce que quelque part on pense qu'on peut quand même peser sur ces gens, quand même leur faire entendre leur faire comprendre et que si on est suffisamment fort, suffisamment nombreux et qu'on crie suffisamment fort, ils vont quand même bien finir par s'apercevoir qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et puis les tenants de la manifestation du 12 qui étaient plus sur, voilà, on aura le dernier mot, de toute façon on n'attend rien d'eux, c'est à nous de faire, etc., etc. Cette division, de toute façon, elle existe, et là, bon, elle est rendue plus le compromis qui avait pu s'établir avec les deux, enfin, la continuation de la mobilisation entre le week-end des 28-29 et le 12, bon, tout ce qui s'était construit patiemment quand même sur plus d'une année, bon, ça a été percuté évidemment par l'interdiction, voilà. Mais de toute façon, c'est un débat politique qui a maturé par ailleurs, parce que pour avoir participé aux différentes réunions de la coalition, il y a les grandes ONG et leur logique propre, mais après, selon le pays, le mouvement social existant, etc., ça peut être plus contradictoire que ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des délégués qui appartiennent à WWF, qui est sans doute à peu près l'archétype du truc le plus... quand même bien intégré au système, quoi. Bon. Mais qui peut être extrêmement radical parce que issu d'un milieu dans lequel il y a effectivement des mobilisations qui sont radicales, etc. Bon. Donc voilà, je pense que ça, de toute façon, ça ne va pas clore le chapitre. Ça ne va pas clore le chapitre. C'est plus facile de construire sur la base de quelque chose qui fait la démonstration de sa puissance, bon, évidemment, il faut qu'on trouve les moyens de continuer ça et quand même d'avoir cette construction-là. Je ne sais pas si on peut réfléchir à un autre rendez-vous, à un autre moment, à des choses qui continuent, puisque pour nous, l'affaire est pas soldée, évidemment. Donc, voilà. Juste nos prochains rendez-vous. Alors, on n'avait pas prévu de débat en décembre à cause des mobilisations. Donc, nos deux prochains rendez-vous, en fait, vont se passer en début février, parce qu'on n'a pas réussi à caler les dates en janvier. Donc, le premier rendez-vous, c'est le samedi 6 février, ici. L'objectif est d'avoir une discussion sur l'état de la gauche radicale en Europe, avec des militants. On va chercher à avoir 4 pays, des militants de la Grèce, de l'État espagnol, du Portugal et de la Grande-Bretagne. Et on cherchera à avoir une après-midi d'échange sur les problèmes de la construction d'une gauche radicale, les difficultés politiques, les débats qu'il y a autour de ça.
Donc ça, ce sera le samedi 6 février. Et ensuite, on aura un débat sur la question de l'État, qui est la prolongation de ce qu'on a fait là tout de suite, sur décentralisation, pas décentralisation, sur la question de l'État, avec 3 intervenants, donc qu'on connaît déjà. Dans le débat du 6 février, on ne connaît pas encore, donc je ne peux pas vous les donner. Mais le mardi 16 février, sur l'État, ce sera un débat avec Frédéric Lordon, Isabelle Garot, Lordon tout le monde connaît, Isabelle Garot qui est une philosophe, et François Sabado qui est un militant marxiste révolutionnaire. Voilà, sur la question de l'État. Voilà nos prochains rendez-vous. Ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller sur le site, le petit papier, vous aurez l'adresse du site. Tous les débats sont enregistrés et sont disponibles sur le site. Puis si vous avez envie de nous donner de l'argent, vous pouvez le donner aussi.